Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce webinaire, qui va vous présenter le métier de la cybersécurité. Je suis en compagnie de Julie et d'Éric. Il y a beaucoup d'inscrits, plus de 650 personnes. Donc on va commencer par présenter les semaines de l'évolution professionnelle. Elles sont en co-organisation avec l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres, et Avenir Actif, qui est une structure conseil dédiée aux cadres et aux indépendants. De nombreux webinaires sont organisés. Vous avez toutes les informations, notamment sur apec.fr. J'ai un souci pour dérouler le diaporama. Je suis désolée. J'ai vraiment un souci. Éric, Julie, vous voyez un bouton ou pas? Non. Non, pas sur... Non. Je l'avais tout à l'heure, mon bouton, et je ne l'ai plus. Désolée pour les désagréments. Ah, ça y est, ça a changé. Ça y est, ok, super. Les aléas du direct. Alors, pour information, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. Moi, j'interviens en qualité de modératrice. Si vous avez des questions spécifiques, nous y répondrons après chaque intervention, donc celle de Eric et celle de Julie. Et ensuite, il y aura une conclusion sur laquelle nous présenterons donc le conseil en évolution professionnelle. Donc, bienvenue à tous et toutes. Donc, Eric, je te laisse te présenter, ainsi que Julie par la suite. D'accord. Donc, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Eric Wyss. Je travaille pour l'INSEE, où je suis leader technique de l'équipe d'administration des réseaux. Donc, on a en charge tous les réseaux informatiques et tous les services pour toute la France, tous les sites de l'INSEE et tous les accès des internautes. Et comme j'avais un peu de temps libre, je suis aussi réserviste citoyen en cybersécurité pour la Gendarmerie nationale. Merci. Bonjour, donc moi je suis Julie Schrader et je suis chargée de mission alternance et promotion des métiers au sein de l'OPCO Atlas. Donc on est l'opérateur de compétences notamment des branches du bureau d'études, assurance, banque, finance et expertise comptable, commissaire aux comptes. Merci Julie. Eric, je te laisse commencer la présentation. Oui, avec plaisir. Alors, du coup, j'ai encore un petit souci. Voilà. Donc, Eric va nous présenter la cyber et les métiers. Je te laisse intervenir. Ouais, alors, avant de commencer les problématiques de
de l'intelligence artificielle et de nos métiers, il faut faire un tout petit point sur qu'est-ce que c'est que l'IA et son histoire. Donc on peut passer à la suite. Ouais. Alors, comme vous le voyez, l'IA, ça n'a pas commencé hier, ça n'a pas commencé avec ChatGPT, ça a commencé dès les années 50 et il y a eu plusieurs vagues. Alors, l'IA, vous l'avez déjà utilisé avant qu'on appelle ça l'IA. On appelait ça les systèmes d'aide à la décision, les systèmes experts et d'autres noms qui ont permis de construire petit à petit l'IA grand public. Et on verra ce que c'est que ChatGPT et si c'est vraiment utile à tout le monde. Donc, il y a certaines dates où on voit qu'on a réussi à faire des programmes pour battre les gens aux échecs, pour battre les gens au jeu de Go, pour comme ça aller de plus en plus dans une pseudo-intelligence. Donc, on peut passer à la suite. Alors, quelques définitions de l'IA. Alors, l'IA, ça a été d'abord inventé en disant on veut essayer de comprendre le cerveau humain. Et donc, on va essayer de modéliser le cerveau humain dans un ordinateur avec des réseaux de neurones. Et puis, si on arrive à faire marcher les réseaux de neurones numériques comme les neurones humains, peut-être qu'on arrivera à recréer l'intelligence. Alors, cette vision a complètement échoué. On n'a jamais réussi à recréer le cerveau humain. Par contre, on a débouché sur de nouvelles recherches qui ont permis d'améliorer la vision par ordinateur, la robotique et l'apprentissage automatique. Alors, la vision, vous pouvez l'utiliser par exemple dans votre voiture, dans les systèmes anti-collision. C'est déjà de la vision gérée par ordinateur. Alors, pour ne pas faire peur aux gens, on n'a pas appelé ça d'IA, mais c'est tout à fait dans le domaine. Et on va jusqu'au traitement du langage naturel, celui qui est maintenant très connu par Claude, ChatGPT, Gemini et autres. Alors, une petite comparaison entre l'IA et l'humain. Alors, il y a deux. Je vous ai comparé un cerveau humain, donc dans la diapo d'après, et une puce d'IA. Donc, un cerveau humain, c'est 86 milliards de neurones. On n'est pas capable de comprendre tout ce qui se passe dans ces connexions. Et donc, les connexions, c'est les synapses. Hein, il y a 172 000 milliards de synapses. Et ces connexions se construisent tout au long de la vie. Et votre cerveau consomme à peu près 20 watts. Si on prend une seule puce d'IA, donc déjà, on n'arrive pas à avoir 86 milliards de transistors, on n'en a que 54. On peut faire 19 000 millions d'opérations. Donc, on en fait moins avec une puce d'IA. Par contre, on fait que des opérations numériques. Donc, on a l'impression que ça va plus vite. Mais notre cerveau fait beaucoup d'opérations pour faire vivre le corps. Et par contre, une seule puce d'IA consomme 400 watts. Donc, si on veut émuler un cerveau, il va nous en falloir plusieurs et il va nous falloir beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, quelques menaces de l'IA, parce que l'IA n'est pas forcément gentille tout le temps avec nous. Donc, on a des menaces sur les personnes. Donc, notamment l'IA d'Elon Musk sert surtout à déshabiller les gens. Voilà, on lui donne une photo de quelqu'un qu'on a pris habillé, on lui demande qu'est-ce qui se passe sans les habits, et l'IA est très très performante pour faire ça. Donc on a tous les problèmes de sextorsion, donc de menaces sur les personnes, en disant j'ai des photos et des vidéos de toi compromettantes et je vais les diffuser. Évidemment, les photos sont fausses. Et on a tous les problèmes d'attaque sur les mineurs, qui sont encore plus faciles avec les IA. Alors, évidemment, on ne peut pas faire que ça avec l'IA. Donc, on peut changer de diapo peut-être. Voilà. Et donc, on va passer à la suivante. On peut faire aussi des faux documents.
Donc rapidement, on peut générer des fausses cartes d'identité, des faux papiers, et les envoyer à des sites qui seraient chargés de vérifier notre identité. On peut aussi malheureusement faire des faux tickets de caisse et ainsi incriminer des magasins ou des restaurants en disant voilà ce qu'on m'a fait payer. Et en fait, tous ces tickets de caisse sont bien sûr faux. Donc il y a une attaque à la réputation et il y a l'e-réputation qui est un peu compliquée à maintenir avec des outils d'IA qui produisent n'importe quel document. Alors, évidemment, les attaques aux dirigeants et aux faux virements sont amplifiées parce que vous pouvez faire une vidéo qui vous fait croire que vous avez affaire à un entretien de recrutement ou autre chose et qui en fait est complètement piloté par une IA et il n'y a pas grand monde de réel derrière. Et donc ça, il va falloir être très vigilant parce que dans la plupart des entretiens qui sont maintenant en visio, ça va être compliqué de savoir ce qui est vraiment derrière le micro et derrière la caméra. Alors, quelques autres problématiques de sécurité. Donc, on peut changer de diapo. Voilà. Alors, on peut aussi utiliser l'IA dans des choses un peu plus positives. Donc, on peut, quand les vidéos sont floutées, retrouver qui a produit la vidéo, enfin, qui est derrière le floutage. Alors, ça marche plus ou moins bien parce que, évidemment, l'IA retrouve plutôt des gens de même type et l'exclut dans son apprentissage. Donc, c'est le biais de l'apprentissage, le fait que l'humain est très différent d'une région à une autre. Alors, évidemment, il y a des détecteurs d'IA qui sont elles-mêmes des IA, donc ils vont vous permettre de savoir si le document que vous lisez ou que vous regardez est vrai ou faux, ou s'il a été généré par une IA. Alors, évidemment, nous, on utilise ça, hein, les détecteurs d'IA, pour détecter les CV, hein, si le CV ou la lettre de motivation a été rédigée par une IA ou pas, quand on a des candidats. Et donc, du coup, dans la diapo d'après, j'ai mis quelques détecteurs et ça va nous permettre justement de détecter si le contenu est authentique ou s'il a été automatiquement généré. Alors, un peu de recul sur l'IA. Il y a Luc Julia qui a écrit un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Alors, le terme intelligence artificielle dans le sens intelligence, c'est-à-dire innovation, construction de nouveaux raisonnements, construction, découverte de quelque chose de nouveau, l'IA ne pourra pas le faire. L'IA pourra découvrir quelque chose si c'est dans son champ de découverte. Si c'est dans son champ si c'est pas dans son champ d'apprentissage, il n'y a pas de possibilité. Alors par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de convertir l'IA, plutôt que de dire que c'est une intelligence artificielle, de voir si on ne peut pas faire une intelligence augmentée de l'humain grâce à des outils d'IA. Donc voilà, je vous présente un petit challenge. Vous pouvez utiliser une tronçonneuse d'Ernie-Cree, qui a une très forte puissance, qui a une très forte cylindrée, ou juste un marteau. Et le challenge, c'est qui c'est qui va enfoncer plus vite le clou? Alors, normalement, sans surprise, c'est évidemment le marteau, c'est-à-dire l'objet le plus simple. C'est-à-dire que si vous prenez l'IA, la plus évoluée, pour faire quelque chose d'hyper simple, bah, peut-être que vous n'aurez pas besoin d'IA. Et peut-être que l'outil que vous aviez, je ne sais pas, par exemple, un traitement de texte pour faire votre lettre de motivation, ça serait beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace qu'une IA qui va vous générer des paragraphes qui n'auront pas beaucoup de sens. Autre défi, jouer aux échecs. Donc c'est juste après, ouais. Voilà. On a laissé ChatGPT jouer aux échecs contre une console d'il y a 40 ans. Dans la console, il n'y avait que de quoi jouer aux échecs, il n'y avait rien d'autre.
alors que ChatGPT sait faire plein d'autres choses. Et en fait, ChatGPT a perdu la partie. Alors pourquoi il a perdu la partie? Parce que lui, il prédisait les coûts suivant ce qu'il avait vu comme partie, comme autre partie. Il n'y avait aucune logique de réussite. C'est juste quel est le coût qui suit le mieux la prédiction. Et donc parfois, une bonne réflexion ou un bon algorithme, ça va mieux qu'un algorithme générique qui va prédire les réponses à l'avance. Évidemment, l'IA est bénéfique et elle sert dans beaucoup de domaines d'ingénierie et autres, et notamment en médecine, pour prédire les cancers, pour prédire les soins, pour prédire les nouveaux médicaments. Alors pourquoi ça marche? Parce que ça va vous permettre de tester plein de possibilités que vous n'auriez pas le temps de tester en tant que personne humaine. C'est-à-dire qu'on va dire à l'IA, voilà, j'ai 1 million de combinaisons possibles. Est-ce que tu peux me dire lesquelles vont produire un médicament qui va me servir? Et donc ça, évidemment, l'IA a toute sa place. Et elle ne va pas remplacer un chercheur. Elle va juste lui dire, dans les 99% de possibilités que tu m'as données, celles-là sont inutiles. Et le pourcentage que tu cherches, c'est cette combinaison de médicaments. Et évidemment, il y en a qui vont, alors un petit clin d'œil, parce que c'est un peu la fin d'été et puis qu'il pleut souvent et que c'est l'automne. Il y en a qui utilisent l'IA pour trouver leurs vacances. Donc c'est la diapo d'après. Voilà. Donc ils vont demander à ChatGPT quel est le meilleur lieu pour se reposer. Et donc ChatGPT ou d'autres vont proposer des lieux. Et donc là, évidemment, le biais de l'apprentissage va permettre de vous guider vers tel ou tel site de réservation. Donc, pour faire une petite conclusion sur l'étendue de l'IA et l'étendue des problématiques, il faut voir l'outil comme un nouvel outil. Il faut voir l'IA comme un nouvel outil. Il faut en tirer avantage pour passer de l'intelligence artificielle à l'intelligence augmentée et vous permettre de faire plus de choses dans un temps qui est toujours plus restreint. Si vous considérez l'IA comme un adversaire, comme quelque chose qui va faire votre travail à votre place, alors ça va être non seulement une erreur, mais un piège, parce que si l'IA peut faire le travail à votre place, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vous. Voilà. Moi, j'ai certains collègues qui font tout leur script et tout leur travail d'ingénierie grâce à l'IA. Le problème, c'est que j'ai presque aussi vite de demander à l'IA plutôt que de demander aux collègues. Du coup, il ne faut pas tomber dans ce risque qui fait que l'IA fera tout à votre place. Et si elle fait tout à votre place, c'est qu'il n'y a pas besoin de vous pour le faire. Il faut vraiment utiliser l'IA comme un outil qui va vous permettre d'aller plus loin dans la réflexion, plus loin dans le travail que vous faites et qui va vous permettre de couvrir plus de domaines. Évidemment, l'IA modifie le processus de travail. Beaucoup d'entreprises revendiquent le fait d'utiliser des moteurs d'IA pour lire les CV. Alors nous, on ne lit pas les CV avec. Par contre, on vérifie qu'ils n'ont pas été construits avec et que les lettres de motivation n'ont pas été construites avec, ce qui peut nous montrer ou pas l'implication du candidat. Et donc, pensez toujours, qu'est-ce que l'IA peut faire pour m'aider? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour me montrer des champs que je n'aurais pas expliqués ou que je n'aurais pas couverts dans un domaine de travail? Par contre, n'espérez pas que l'IA fasse tout à votre place. Ce n'est pas son but et ce n'est pas là qu'elle est performante. Voilà, donc si vous avez des questions ou des choses, je serais heureux d'y répondre. Eric, merci beaucoup pour cette présentation. Pour ceux qui sont connectés en cours, pour information, il y a un chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'avais un problème d'affichage, Eric, merci de m'avoir informé pour les changements que tu attendais de slide. Il y a juste une petite intervention une remarque dans le chat. Là, l'idée, c'est de vous présenter donc la cybersécurité, l'IA. Par ailleurs, est-ce que c'est un webinaire pro ou contre IA?
Il y a 3 points d'interrogation, Eric. Ni l'un ni l'autre. Voilà, hein, voilà, je réponds quand même En fait, c'est à Rémi qui a posé cette question. C'est pas, je suis pas contre l'IA, je suis pas pro l'IA, je suis pour utiliser le bon outil au bon moment. Parfois, j'utilise l'IA quand j'en ai besoin, parfois, j'en ai pas besoin. Et par contre, quand je vois soit des collègues, soit des jeunes étudiants sortis d'école utiliser l'IA à tous les moments et pour faire tout ce qu'on leur demande, ça, c'est un risque que j'aimerais qu'ils évitent. Parce que pour eux, je pense que c'est un piège. Et l'IA est avant tout une aide. Ça permet d'automatiser certaines chats, mais effectivement, il faut quand même la présence humaine, une relecture par rapport aux documents. Très bien. Alors, apparemment, j'ai un problème de chat. Il y a 2 chats. On me l'a fait remarquer dans un fil. Du coup, je dois avoir des questions que je ne vois pas. Je suis sincèrement désolée. Je regarde. Alors sinon, Moi, j'ai qu'un chat qui s'affiche. Tu peux regarder, Eric, parce que là, je vais regarder partout. J'ai un chat technique. Du coup, je peux répondre aux questions. OK. Donc, on dit dommage de jauger l'implication d'un candidat du fait qu'il utilise l'IA pour son CV. C'est pas le fait qu'il utilise l'IA pour son CV. C'est l'ensemble du contenu qu'il aura mis par l'IA et l'ensemble du contenu qu'il va mettre par lui-même. C'est ça qu'on va évaluer. C'est pas s'il a fait son CV ou sa lettre de motivation par l'IA et que ça produit une meilleure lettre que ce qu'il aurait fait et qu'on retrouve un peu ce qu'on a envie de retrouver dans la lettre de motivation ou dans le CV, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que s'il a fait une lettre de motivation type et qu'il envoie la même à tout le monde et qu'il n'y a aucune implication de recherche de ni l'entreprise, ni ce qu'il peut apporter, ni dans ce qu'on peut faire, du coup, il part, oui, avec des points négatifs. Mais même avant l'IA, hein, si vous recevez une lettre de motivation type en disant je veux travailler dans votre société, alors que vous n'êtes pas une société, forcément, ça ne commence pas bien. Merci, Eric. Alors, moi, je visualise donc un chat. J'ai une question dans une recherche, de Joël. Dans une recherche de travail, quelle est la meilleure manière d'utiliser l'IA? La meilleure manière, c'est par exemple si vous faites votre lettre et puis que vous demandez à l'IA soit de la corriger, soit de la remettre en forme, soit ça peut être une bonne façon. Ça peut être une autre façon, ça peut être de demander à l'IA des lettres types et après de les retravailler vous-même avec vos idées et les informations que vous aurez pu obtenir sur le poste que vous candidatez. Mais en tout cas, la plus mauvaise façon, c'est de faire un copier-coller du résultat direct. Donc, la présence humaine et l'analyse humaine sont importantes. Rémi, à nouveau, l'IA est une innovation disruptive et refuser de l'accueillir avec bienveillance est, à mon sens, une erreur. Je n'ai pas l'impression qu'on l'accueille. Si c'est par rapport à ce webinaire, on ne l'accueille pas avec malveillance, loin de là. Oui. Je laisse intervenir, Eric. Oui, alors c'est disruptif, mais en fait c'est disruptif parce que maintenant on a donné l'IA au grand public. Je veux dire, les outils d'aide à la décision, les outils d'aide à la navigation, c'est déjà de l'IA. Quand vous utilisez un GPS, c'est déjà de l'IA. C'est-à-dire que donner un algorithme le fait de dire je veux aller là et je te suivrai, c'est déjà des algorithmes d'IA. Donc oui, il faut accueillir, faut accueillir. Il faut utiliser toutes les innovations pour aller plus loin et faire plus de choses. Être contre l'innovation, ça n'a jamais servi personne. Être aveugle face à l'innovation et face à des erreurs que pourrait nous apporter. Moi, ça m'est déjà arrivé que le GPS me dise tourner à droite et qu'il n'y ait pas de rue à droite, hein, qu'il y ait juste un fossé. Et je n'ai pas tourné à droite. Très bien, Eric. Question d'Annabelle. Alors,
peut-on parler donc des métiers impactés par l'IA et la cybersécurité, qu'en est-il? Quelles sont les passerelles, les opportunités, les formations? Alors ça, on va aborder le sujet bientôt. Ce sera la prochaine étape. Sophie, comment vérifier que les documents sont authentiques pour s'assurer d'une correcte comptabilisation en comptabilité? Ça, c'est très précis. Oui, alors il y a des moteurs de détection d'IA pour voir si les factures sont authentiques ou fausses. C'est aussi un problème un peu partout là, dans les gens que je côtoie. C'est comment on fait des remboursements de frais si on n'est pas sûr des factures. Parce que généralement, on demande la photocopie des factures. Quand on peut générer n'importe quelle facture, comment on s'assure que tout est authentique? C'est un problème. D'accord. Rémi qui pose une nouvelle question. Donc en fait, son propos précédent porte sur la dissonance entre le positionnement des candidats versus donc l'usage de l'IA, mais par contre la définition des offres de travail sont de plus en plus impersonnelles et respirent l'IA. Alors oui. Alors oui et non. Oui, j'ai remarqué que beaucoup d'offres sont auto-générées par l'IA. Par contre, pour ce qui est de notre cas, hein, on retravaille, on fait nos offres sans IA et on les retravaille pour les rendre plus attractives et plus humaines. Parce qu'en fait, on se rend bien compte, parce que nous aussi, on propose des postes au recrutement, hein, qu'on n'a pas de candidature parce que les gens n'y trouvent pas non plus le. C'est-à-dire que quand ils lisent la candidature, ils ne trouvent pas leur compte. Donc c'est aussi un problème de recruteur de rendre la candidature intéressante et attractive. Et puis moi, pour compléter, c'est vrai que l'outil, donc l'IAG notamment, peut être utilisé pour la rédaction d'offres. Après, ce qui est pertinent pour l'employeur qui souhaite communiquer sur un besoin, c'est aussi de personnaliser, de rendre l'offre attractive, mettre en avant ses valeurs, ses atouts pour attirer les candidats. Donc voilà, il n'y a pas de réponse toute faite, effectivement. Alors, Mégane, en tant que technicienne informatique, je souhaite continuer à me former. Est-ce que le métier est toujours porteur? Alors oui. Alors après, dans le technicien informatique, il y a beaucoup de métiers, hein. Il y a les techniciens d'assistance, techniciens réseau, techniciens système. Il y a beaucoup de choses. Et oui, le métier est encore porteur et on est. Il y a encore beaucoup de gens qui recrutent dans ce domaine. Il reste quelques minutes dédiées aux questions-réponses. Muriel, peut-être déjà en termes de recruteurs, il faut penser à mettre une rémunération déjà un minimum attractive, déjà l'indiquer tout simplement. Oh, oui, alors ça, la transparence des rémunérations, sachant qu'il y a une directive européenne qui va nécessiter une transposition, donc ça c'est à venir. Donc il y aura de la transparence dans l'affichage des rémunérations, ce sera une obligation légale pour les recruteurs l'année prochaine, à partir de 2026 donc. Alors après, oui. Tu as des questions de ton côté ou... Est-ce que toutes les candidatures sont scannées par l'IA? Non, seulement si on a un doute. Parce que utiliser une IA il y a aussi un problème, hein, de problématique de données personnelles, hein, de faire tout traiter par l'IA. Ouais, et si vous utilisez l'IA notamment pour travailler votre CV, le rendre plus attractif, n'oubliez pas d'anonymiser vos documents. Alors, j'ai vu passer des posts. Alors, pour rappel, hein, ce webinaire effectivement n'est pas dédié au métier de la comptabilité. On peut évoquer la compta dans le cas de l'IA, mais pas que, évidemment. Je regarde. Alors, est-ce qu'il y aura un impact sur les métiers et est-ce que ça va
Supprimer des métiers, oui, comme toutes les innovations. Certains métiers vont changer, certains métiers vont évoluer. L'intérêt des métiers, c'est qu'on aura besoin de plus d'humains et de plus d'intelligence humaine. Et peut-être que des métiers, y compris dans le numérique, qui sont très rébarbatifs ou à très peu de valeur ajoutée humaine, ceux-là disparaîtront, oui. Merci Eric. Et dernière question, pour travailler dans la tech, l'IA sera demain dans tous les logiciels et est même présente dès aujourd'hui. Je pense que nous devons apprendre à travailler avec elle. Elle est une aide précieuse. Il y a de vraies évolutions des métiers. Donc là, on est plus sur les questions liées à l'impact sur les métiers. Alors, tout à fait d'accord. Hein. Par exemple, si on prend dans les métiers du développement logiciel, il n'y a plus beaucoup de développements qui se font sans appui de moteurs d'IA. Et c'est pas forcément des IA grand public, ça peut être des IA dédiées à une entreprise. Et ça permet de générer un code qui est plus homogène et qui est plus dans les standards attendus par l'entreprise. Et oui, c'est un outil, et oui, il faut l'utiliser. Et il n'y a pas beaucoup de développeurs qui vont continuer à développer sans appui de l'IA. Très bien. Et dernière question qui me semble pertinente. Vers quel métier se former du coup? Si certains vont disparaître et d'autres apparaître, pouvez-vous être plus précis? Alors, moi, je peux parler des métiers du numérique. Dans les métiers du numérique, tous les métiers qui sont ouverts et qui vont continuer à recruter, encore une fois, c'est tous les métiers où on aura besoin de personnes. Donc, tous les métiers d'assistance, tous les métiers d'ingénierie, tous les métiers où il faut de l'humain. Les métiers aussi, dans le numérique, tous les métiers manuels, hein, pas manuels entre guillemets, mais tout ce qui va être de gérer les câblages, les raccordements, les choses comme ça, il n'y a pas d'IA là-dedans. Il faut des gens physiquement pour aller brancher les antennes. Merci Eric. Julie? Merci à vous. Oui. Alors là, du coup, je voulais vous faire une petite présentation assez succincte des financements et des dispositifs de formation que vous pouvez mobiliser, notamment pour vous former et pour vous reconvertir si c'est le cas. Donc, je vais vous présenter, tu peux passer la slide, je vais vous présenter donc 3 dispositifs que vous pouvez avoir recours. Donc, ça va être l'alternance, ça va être le CPF qui est le compte personnel de formation et le PDC, le plan de développement des compétences. Donc voilà, tu peux passer la slide. Donc, l'alternance, ça peut être un bon moyen de se former et même de se reconvertir. Donc, l'alternance, qu'est-ce que c'est? On alterne entre des périodes de formation théorique en centre de formation, en CFA ou en organisme de formation, et des périodes de mise en pratique en milieu professionnel, en entreprise. Donc, c'est un contrat de travail, l'alternance. Quels sont les avantages de l'alternance? Donc déjà, tout premièrement, la formation, elle est financée. La formation, elle est prise en charge par l'entreprise qui va faire avec vous ce contrat de travail. Et donc, l'entreprise s'engage à financer votre formation. Donc, le principe, c'est la gratuité pour l'alternant. Donc, la formation est financée par l'entreprise et puis l'opérateur de compétences de l'entreprise vient prendre en charge pour l'entreprise une partie ou la totalité de la formation. L'alternance vous permet également d'avoir un salaire pendant la formation, parce que ce n'est pas évident quand on part en reconversion notamment et qu'on souhaite se former à nouveau. On a une vie à poursuivre aussi, il nous faut des moyens, donc là, ça permet quand même d'avoir un salaire durant toute sa formation. Ça permet également d'avoir une réelle expérience professionnelle, une expérience professionnelle qui est valorisante et qui est valorisable sur votre CV. Donc, pendant toute la durée de ce contrat en alternance, vous allez acquérir
donc de l'expérience et qui pourra être prise en compte, bien sûr, après pour l'embauche. Un accès plus rapide à l'emploi également, puisque les recruteurs aujourd'hui sont quand même assez friands des profils qui ont effectué de l'alternance parce que justement, ils ont cette expérience. Ça vous permet d'avoir un diplôme et une qualification qui est tout à fait reconnue, d'avoir un accompagnement personnalisé, et donc c'est une opportunité de reconversion avec la possibilité, aujourd'hui les recruteurs recrutent en alternance parce qu'ils ont des soucis de recrutement, parce que le marché de l'emploi est quand même très tendu. Donc, ils vont être assez friands de recruter en alternance pour pouvoir vous former pendant cette année ou ces 2 années d'alternance vraiment à leur méthode, à leur process, etc. Et donc, potentiellement, peut-être que leur objectif, c'est de vous embaucher derrière et de vous embaucher une fois que vous serez formé et que vous serez prêt, en fait, et que vous serez tout de suite prêt à prendre le poste. Donc, voilà pourquoi on peut se tourner vers l'alternance. Alors, on peut passer la slide suivante. Donc, on a 2 types de contrats en alternance. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais voilà, vous pourrez retrouver des informations. L'alternance, c'est le terme général pour indiquer ces périodes alternées entre l'entreprise et l'école, mais on a 2 types de contrats. On a tout d'abord le contrat d'apprentissage qui s'adresse aux personnes de 16 à 29 ans révolus, mais également sans limite d'âge pour toutes les personnes en situation de handicap. Donc, c'est un contrat de travail en CD, qui peut être conclu en CDD ou en CDI. Vous allez pouvoir acquérir donc une qualification professionnelle, un titre ou un diplôme, et c'est un parcours qui peut se faire de 6 à 36 mois. Donc, le contrat d'apprentissage, sa limite, c'est l'âge, puisque vous voyez, si vous n'êtes pas en situation de handicap, c'est jusqu'à 29 ans révolus. Par contre, sachez que si vous êtes actuellement en contrat en CDI, on a une possibilité, c'est de suspendre le CDI pour effectuer un contrat d'apprentissage dans la même entreprise. Donc, le CDI est suspendu, le temps de la formation et le temps de la période d'apprentissage, ce qui vous permet de vous former dans la même entreprise, et après, vous avez votre CDI qui reprend ses droits. Et puis après, si vous ne rentrez pas dans ces catégories d'âge, on a le contrat de professionnalisation qui, lui, n'a pas de limite d'âge, donc de 16 ans à sans limite d'âge. Et donc, c'est de la même façon, peut être conclu en CDD ou en CDI. Il vous permet aussi d'acquérir une qualification professionnelle, mais également tout ce qui est qualification de branche et CQP, contrairement au contrat d'apprentissage. On est sur des parcours un peu plus courts, puisqu'on est sur des parcours de 6 à 12 mois, voire 24 mois dans certains cas. Par contre, la difficulté, entre guillemets, c'est que vous ne pouvez pas, contrairement au contrat d'apprentissage, vous ne pouvez pas, si vous êtes en CDI, suspendre votre CDI pour effectuer un contrat de professionnalisation dans la même entreprise. Donc après, il faudra, si c'est le cas et si vous avez un projet de reconversion et que vous êtes en poste, il faudra démissionner pour pouvoir éventuellement refaire un contrat de professionnalisation dans une autre entreprise. Donc, voilà en ce qui concerne ces 2 contrats. Alors, sachant que, il y a des règles un peu différentes par rapport aux prises en charge, etc. Mais ça, c'est assez neutre pour vous puisque, de toute façon, c'est entre l'opérateur de compétences et l'entreprise que vont se faire toutes les démarches financières et les prises en charge. En tout cas, sachez que pour l'alternant, le principe, c'est la gratuité. Donc, ça vous permet d'accéder à une formation gratuitement. Donc, voilà pour les contrats en alternance. Ensuite, donc vous avez d'autres types de possibilités mobilisables. Si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Donc, on a le compte personnel de formation, donc le CPF, dont l'objectif est donc par rapport de contribuer à l'initiative de la personne elle-même et donc de se former et donc d'assurer aussi une certaine sécurisation de son parcours professionnel. Donc, sachez que c'est un droit individuel qui est attaché aux salariés. Et donc, vous cumulez sur votre CPF des fonds. Donc, c'est 500 € annuels qui sont plafonnés à 5 000 €. C'est géré et financé par la Caisse des dépôts et consignations. On peut passer la slide suivante.
Sachez qu'il y a deux façons de s'en servir. En fait, vous pouvez également, il peut y avoir une co-construction également. On peut avoir une dotation de l'entreprise aussi ou un abondement. Sachez que certaines branches professionnelles également peuvent abonder le CPF sur des actions de formation très spécifiques. Voilà, selon la direction que souhaitent prendre justement ces branches professionnelles. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque opérateur de compétences, donc il y a 11 opérateurs de compétences en fonction des différentes branches professionnelles. Chaque opérateur de compétences, chaque branche professionnelle a ses propres spécificités, a ses propres objectifs et donc à ses propres prises en charge. Donc là, moi, je ne peux pas vous donner plus d'indications parce que ça va vraiment dépendre des branches professionnelles. Mais sachez en tout cas que après, par la suite, si vous êtes en entreprise, par exemple, et que vous avez un projet et d'utiliser votre CPF, sachez que vous pouvez contacter votre conseiller en évolution professionnelle ou également aller voir avec le service RH de l'entreprise qui peut contacter directement son conseiller emploi formation au sein de son opérateur de compétences. Et puis, donc on peut passer à la slide suivante. Le dernier dispositif dont je voulais vous parler, c'était le plan de développement des compétences qu'on appelle PDC. Donc ça, c'est vraiment par rapport à l'entreprise. Si vous êtes actuellement salarié, mais que vous avez un projet notamment de reconversion, toutes les entreprises ont des financements, alors surtout les entreprises de moins de 50 salariés ont des financements annuels pour financer donc des formations de leurs salariés qui sont donc en poste au sein de l'entreprise. Et donc, on peut financer un certain nombre d'actions de formation. Mais ça, effectivement, les prises en charge, c'est en fonction des opérateurs de compétences. Et donc là, il faut se rapprocher effectivement du service RH qui lui-même se rapprochera de son opérateur de compétences. Donc voilà pour les quelques dispositifs que je souhaitais vous présenter. Merci Julie. Alors, toujours à partir du chat, alors j'ai vu beaucoup de commentaires en fait. Il y a deux chats, effectivement. Moi, je suis sincèrement désolée, j'ai accès à un seul. Donc voilà, je peux poser des questions que sur un canal, qu'à partir d'un canal. Du coup, je vois une des questions de base qui est qu'est-ce qu'un opérateur de compétences? Donc, effectivement, un opérateur de compétences, donc on est en fait un organisme qui est mandaté par l'État pour aider les entreprises dans le financement et dans le développement des compétences de leurs salariés. Donc, en fait, si vous voulez, l'État récupère auprès de toutes les entreprises une taxe à la formation professionnelle, on va dire, et après, il va redistribuer ces fonds à 11 opérateurs de compétences. Chaque opérateur de compétences s'occupe, entre guillemets, d'un certain nombre de branches professionnelles, surtout en fonction des secteurs d'activité. Donc, comme je vous ai dit, nous, à Atlas, donc on est un des 11 opérateurs de compétences et on intervient sur le champ donc, des bureaux d'études, c'est-à-dire l'ingénierie, le numérique principalement, mais l'expertise comptable, la banque, finance et l'assurance. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons donc les entreprises qui dépendent de nos secteurs d'activité qui sont adhérentes donc, au sein de l'OPCO. Et donc, on est là pour financer notamment tout ce qui est contrat en alternance pour ces entreprises-là, mais également, on a des conseillers emploi-formation qui sont là pour accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés et dans de l'ingénierie aussi de formation et de l'ingénierie financière aussi pour trouver des dispositifs pour avoir des budgets pour former leurs salariés. Merci Julie. Alors je vais être transparente, il y a des étonnements à savoir pourquoi on aborde le sujet du financement de la formation et de l'alternance dans le cadre de cette thématique. Eh bien, tout simplement parce que justement, on peut se reconvertir par ces dispositifs-là et qui plus est dans ces métiers qui sont voilà, l'informatique, le numérique, l'IA, etc. Nous, on finance énormément de formations et de contrats en alternance dans ces secteurs-là. Donc, si vous avez un projet de reconversion, le projet de reconversion, c'est savoir quelle formation on veut faire pour se reconvertir, mais il faut surtout savoir comment on va la financer, cette formation. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne ces éléments-là. Merci Julie pour cette précision.
Alors, est-ce que tu as des questions de ton côté? Alors, on nous demande, est-ce que l'Opco Atlas s'adresse à l'activité de conseil? Oui, si vous faites partie, ou en tout cas l'entreprise fait partie de la branche 1486 bureau d'études, oui, ça prend en compte le conseil aussi. D'accord, merci. Alors, je regarde sur Matrice 1. Alors, on nous demande, est-ce que cela Ok. fonctionne pour le financement de formation supérieure après bac pour une poursuite de diplôme? Tout à fait. Nous, il faut savoir qu'au sein de l'OPCO, étant donné qu'on s'occupe de métiers quand même assez spécifiques par rapport au niveau de formation, les contrats en alternance et les autres dispositifs s'appliquent tout à fait sur du supérieur, sur du bac plus 3. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Atlas finance... Parmi tous ces contrats en alternance, on finance plus de 50% sur du bac plus 4, bac plus 5. Donc, pas de souci. Ok. Isabelle, peut-on être en contrat de professionnalisation et avoir un CDI à temps partiel dans une autre entreprise que celle où l'on a son contrat de professionnalisation? Alors, tout dépend le contrat de professionnalisation, sur combien d'heures il est aussi. Donc ça, après, c'est au cas par cas. Il faudrait regarder Bien sûr. en individuel. Ouais. Alors là, je ne sais pas. Que sont les personnes infra 3? Je ne vois pas à quoi Isabelle fait référence. Alors, on nous demande si on peut contacter directement l'Opco Atlas pour avoir des informations. Oui, c'est tout à fait possible, hein. On a une ligne d'assistance nationale, une unité phonique nationale, où vous pouvez contacter et joindre nos conseillers si vous avez des questions. Après, si vous êtes en entreprise, vous pouvez contacter et aller voir votre service RH qui, lui, après, pourra prendre plus d'informations auprès de son opérateur de compétences. C'est tout à fait possible. Très bien. Merci Julie. Alors, pour la suite. Alors, un petit rappel, hein, donc le webinaire était dédié aux thématiques, donc la cybersécurité, il y a quel impact sur les métiers. Donc, le sujet a été abordé et l'intervention de Julie sur le financement de la formation, si certains d'entre vous pensent à se réorienter ou se reconvertir. Les semaines de l'évolution professionnelle, donc ça a lieu du lundi 6 au 6 octobre au 17 octobre. Donc on est bien en partenariat avec Avenir Actif. Et donc, ce sont des semaines sur différentes thématiques. C'est un événement 100% digital, gratuit et accessible à tous. Voilà, on propose 75 webinaires thématiques. Et maintenant, je vais vous parler un peu du conseil en évolution professionnelle. Donc, l'idée, hein, c'est d'être accompagné et d'utiliser efficacement certains leviers en fonction de votre statut. Alors, les semaines d'évolution professionnelle sont essentiellement dédiées aux actifs et aux cadres, aux personnes en activité et indépendants. Si certains d'entre vous ont des réflexions sur leur projet, donc il y a différents acteurs qui peuvent vous aider. Le CEP, c'est quoi? C'est pour vous aider à identifier des compétences, apprendre à les valoriser, définir et tester votre projet professionnel, avoir des informations sur le marché de l'emploi, avoir des outils et des techniques de recherche, entretenir une employabilité bien sûr et connaître et mobiliser les mesures en faveur des salariés expérimentés. Donc là, il y a un projet de loi en cours à destination des cadres les plus expérimentés qui va être acté l'année prochaine, si tout se passe bien. Alors, c'est quoi le conseil en évolution professionnelle? C'est un service public, c'est gratuit. Les opérateurs que vous sollicitez donc, ont une obligation de confidentialité, c'est neutre. Ça peut être un service de proximité. À distance ou en présentiel et personnalisé. Donc, c'est un service public destiné à tous salariés et indépendants pour faire un point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Pour toute information,
vous avez donc un site, mon-cep.org. N'hésitez pas à vous renseigner. Les différents acteurs et pour qui? Donc Avenir Actif, notre partenaire, dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, donc dédiées aux salariés et indépendants, l'APEC, les cadres, donc en activité, bon là, et demandeurs d'emploi. France Travail pour les demandeurs d'emploi, toutes catégories. Ensuite, pardon, j'ai un souci, Cap Emploi, donc pour les personnes en situation de handicap. Et j'ai un souci d'affichage. Et oui, l'émission locale pour le public de moins de 26 ans. Donc l'objectif du CEP, c'est de permettre aux individus de faire ses propres choix professionnels et d'évoluer. Donc n'hésitez pas, en fonction de votre situation, à solliciter différents acteurs. Par exemple, pour apec.fr, vous pouvez passer par le site de l'APEC et faire une demande de rendez-vous conseil. Donc l'idée, c'est s'interroger, se questionner. Si vous avez des idées d'orientation, vous pouvez solliciter les différents acteurs pour clarifier le projet, voir ce qui est envisageable, ce qu'il faut mettre en place, est-ce que cela nécessite une action de formation ou pas. On peut vous accompagner aussi pour des projets de freelance. Voilà, il y a une multitude de thématiques sur lesquelles on peut vous accompagner. Donc, vous pouvez solliciter différents acteurs et bénéficier donc de conseils personnalisés et avoir un conseiller référent. Et vous pouvez donc prendre un rendez-vous avec un conseiller à partir des différentes plateformes, différents acteurs. Et nous vous remercions tous et toutes pour votre écoute. Julie, un mot pour la fin ? Si vous voulez plus d'informations, alors que ce soit effectivement sur l'IA, sur le numérique, vous pouvez aller sur le site opco-atlas.fr où on a aussi beaucoup d'études prospectives sur les métiers. Donc, si vous voulez avoir des informations sur notamment l'impact des métiers dans ces secteurs d'activité, pas de souci, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur notre site internet, mais également sur tous les dispositifs qui sont ouverts à vous pour financer vos projets de reconversion notamment ou de formation. Et vous pouvez tout à fait contacter l'opérateur de compétences directement. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des informations sur notre site internet. Merci Julie. Eric ? Y a-t-il des dernières questions? Est-ce que toi, de ton côté, tu vois ou pas, s'il te plaît, Julie? Non. Non, pas spécialement. Moi, de mon côté. Est-ce que là, vous me réentendez? Oui, c'est bon, Eric. Voilà, oui. Non, il y a beaucoup de questions sur quels vont être les métiers, notamment dans le numérique, sur l'IA et quelles vont être les réglementations. Alors, c'est tout un domaine et dans le temps imparti, c'était compliqué de parler de toutes ces évolutions. Maintenant, si il y en a qui veulent plus de précision, je pourrais leur répondre. Si vous voulez que je laisse mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Très bien. Là, j'avais une dernière question. Est-ce que le métier de traducteur est viable à terme avec l'IA? Alors, oui et non. La traduction, le métier de traducteur sur les choses simples, l'IA sait le faire et sait très bien le faire. Maintenant, si vous prenez des choses comme WhatsApp ou d'autres systèmes de discussion, vous pouvez discuter nativement dans votre langue et c'est automatiquement traduit dans la langue du correspondant. Maintenant, les traducteurs diplomatiques, les traducteurs où il faut un haut niveau de confiance, où il faut un haut niveau de confidentialité, effectivement, on n'utilisera pas l'IA. Très bien, merci.
Pas d'autres questions de mon côté que des remarques. Eric, Julie, c'est bon pour vous? C'est tout bon. Bon, bah parfait. C'est bon. Nous vous souhaitons... Oui, c'est bon, Eric? Oui, oui, oui. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à solliciter les différents acteurs si vous avez des questions plus spécifiques. Nos intervenants sont là aussi pour vous aider et répondre à vos questions. Merci à tous. Encore une très belle journée et à bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.